Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui va mourir dans le prochain Game of Thrones. Merci de votre appel, Magali Deschardons de Saint-André, à votre écoute. Grande marabout voyante, retour de l'être aimé, des envoûtements, réalisation de poupées vaudou, des sims, blocage d'iPhone et réparation de PC par télépathie. Que puis-je faire pour vous? Un désenvoûtement? Oui, c'est tout à fait possible. Quel est le nom de la personne? Séraph. Elle regarde des séries. Ah! Ah, elle lit de la romance. Ah oui, oui, mais là c'est très grave, vous avez vraiment bien fait d'appeler. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Séraph et a priori ma passion c'est de faire mes meilleures intros sur les vidéos que personne ne regarde. Aujourd'hui c'est le point culture, c'est les vidéos qui marchent le moins, mais c'est les vidéos que je continue à faire parce que ça m'amuse. Aujourd'hui nous allons donc parler lecture, nous allons parler musique, nous allons aussi parler séries et oui, comme vous avez pu le comprendre, il y a 2-3 petits trucs qui sont un petit peu différents de ce que je consomme d'habitude. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer directement par la musique et j'ai 2 albums que je souhaiterais vous conseiller ce mois-ci. Le tout premier, c'est un album d'un groupe qui s'appelle Gold et qui s'appelle Why Aren't You Laughing, qui est un album avec une cover qui vraiment ne m'aurait absolument jamais donné envie d'aller écouter ce groupe. Donc Gold, c'est un groupe de rock néerlandais qui est apparu un petit peu dans mes recommandations Spotify totalement par hasard et j'ai été totalement séduite dès le premier morceau. L'album dont je vous parle, Why Aren't You Laughing, est sorti en 2019 et l'avantage c'est que le groupe sera au Hellfest, donc c'est le bon moment pour le découvrir. Gold, c'est du rock très sombre avec des influences très goth, hein. Clairement moi je sens le Joy Division à plein nez, donc c'est un rock qui est très froid, assez sombre, très pessimiste, qui est emmené par une voix féminine aux accents assez rauques et vraiment assez lancinants. C'est un album qui marie à la fois l'efficacité du rock, c'est-à-dire je pense que ça peut plaire aux gens qui sont pas forcément très métal etc, mais en même temps il y a une froideur, un pessimiste et un côté sombre qui plaira très probablement aux personnes qui écoutent de la musique goth. Gold, a priori c'est un groupe qui a un succès critique assez important puisque a priori ils sont passés au Roadburn qui est un petit peu un critère de reconnaissance s'il en est de la qualité du groupe. L'album est disponible sur Spotify, il est vraiment très intéressant, il n'y a aucun morceau à jeter, donc il y en a qui sont un petit peu plus dansants que les autres, il y en a qui sont un petit peu plus pessimistes que les autres, mais dans tous les cas on a cette atmosphère vraiment très cold wave quelque part, avec un chant féminin qui est vraiment très lancinant et extrêmement agréable. Donc c'est vraiment de la musique qui est posée et du coup ça ne vous étonnera pas de savoir qu'ils seront au Hellfest mais sous la Valley, donc c'est le dimanche matin et je ne peux que vous conseiller d'aller découvrir ce groupe si vous voulez vraiment un petit intermède de douceur mais dépressif quand même. Et le deuxième album dont je souhaiterais vous parler aujourd'hui, c'est le tout dernier album du groupe Demonhead qui s'appelle Hellfire Ocean Void, les feux de l'enfer et le vide de l'océan. Why Not les gars, qui est un groupe danois qui fait globalement de l'occult rock. C'est-à-dire qu'on est sur un rock très 70s, très démoniaque avec un chant clair qui n'est par exemple pas sans rappeler du In Solitude. Leur tout dernier album est sorti en 2019 chez Svart Records et personnellement c'est exactement le genre de groupe que j'adore, avec des chants qui pourraient presque être incantatoires. Bref, on sent qu'on invoque Satan, hein, parce que quand même il y a des choses importantes dans la vie. L'album est assez court, je crois, il fait quand même moins d'1 heure, mais les morceaux sont vraiment très entraînants. Et surtout, je trouve qu'on retrouve vraiment cette vibe vraiment enfumée, 70s, satanique. Ce n'est pas très étonnant qu'ils soient signés chez Svart Records puisque par exemple, il me semble que c'est eux qui ont fait Luciferian Light Orchestra. Je pense là encore que c'est un groupe qui pourrait intéresser les personnes qui sont pas forcément très métal extrême mais qui ont un feeling vraiment, je vais pas dire goth, mais un feeling un petit peu occulte, etc. puisqu'on est clairement dans du occult rock. C'est péchu, c'est entraînant, ça a vraiment un feeling très death rock quelque part je trouve. Et c'est vraiment le genre de groupe que j'adorerais voir en live, je sais pas quand est-ce qu'il passe, il me semble... Ah oui, c'est ça. Sachez que cet été, ça sera l'opening act pour les concerts de Coven, donc si vous avez prévu d'aller voir Coven en live, si ça passe pas loin de chez vous, sachez qu'il y aura Demonhead en première partie. Il me semble que Coven ne fait aucune date près de chez moi. Et si vous aimez l'occult rock, je pense que cela pourra vous intéresser. Et voilà tout pour mes découvertes musicales du mois, donc il est temps de passer au reste, et notamment de parler de ce que j'ai regardé à la télé, car oui, j'ai regardé des séries. Oulala, Séraph! Quand vous allez voir la gueule des séries, vous allez comprendre de quoi on parle. Je me suis pas mise à regarder des trucs genre Stranger Things ou je sais pas, Bonding. Alors j'ai essayé Bonding, hein, parce que je me suis dit la meuf elle a un corset en PVC.
Et les corsets en PVC, ça fait partie des fringues que j'ai vraiment eu envie de m'acheter et que j'ai vraiment très envie de m'acheter maintenant. Mais en fait, non. Ce genre de série, les séries de ce genre, ce n'est pas pour moi. Je n'aime pas les séries occidentales. Mais Netflix me donne des séries japonaises que je peux regarder et binge-watcher. La première, qui ne va peut-être probablement pas vous surprendre, c'est Furuba. Donc Furuba, c'est quoi? C'est Fruit Basket. Oui, le fameux manga Fruit Basket que vous avez très probablement lu si vous avez été une jeune fille en fleurs il y a quelques années. Fruit Basket, pour moi, ça fait partie d'un des tout premiers mangas que j'ai lu. À l'époque, j'étais au lycée, on m'avait prêté les mangas, etc. Et ça fait vraiment partie de ces tout premiers mangas dont du coup je garde un souvenir très agréable. J'avais vu la première version d'anime qui était sortie il y a vraiment longtemps, je crois. Elle était déjà sortie à l'époque, je crois. Que je n'avais pas apprécié plus que cela. Et ce coup-ci, là, en 2019, il y a une nouvelle version animée de Furuba qui sort. Ça commence tout juste, donc là je crois on est genre à 4 épisodes et du coup je l'ai regardé avec beaucoup d'amour et j'attends la publication chaque semaine. Après on va être honnête, Furuba c'est quelque chose que je trouvais très bien quand j'étais une gamine de 15 ans. Aujourd'hui honnêtement Toru c'est juste pas possible, elle m'agace de ouf, j'ai juste envie de la taper, c'est totalement irréaliste et c'est tellement un cliché de la meuf au foyer parfaite, qui n'a aucun autre but dans sa vie que d'être gentille. Donc c'est plus du tout le type de personnage que je peux apprécier. Cependant, l'animation du nouveau Furuba est vraiment très belle. Les couleurs sont belles, l'animation est belle. C'est assez respectueux du manga original, même si là, bon, on est au 4-5e épisode, donc du coup, on n'a pas encore vu la plupart des trucs. On a vu Momiji, j'étais là, c'est quoi cet accent de merde? En tout cas, si vous aimez les shoujo un petit peu débiles, un petit peu cucul à praline, allez regarder la nouvelle adaptation de Furuba parce que vous retrouvez tous les ingrédients des shoujo début des années 2000 avec une animation par contre de 2019. Et la deuxième série Netflix que j'ai regardée, est-ce que cela va vous étonner que c'est Rilakkuma to Kaoru? Oui, la série Rilakkuma et Kaoru est sortie chez Netflix. C'est une série en stop motion qui est centrée autour de l'univers de Rilakkuma. Donc Rilakkuma, enfin bref, vous avez compris que j'aime beaucoup cet ours et que s'il y a vraiment un personnage qui est emblématique de mon année au Japon, c'est Rilakkuma. Et du coup, cette série en stop motion est composée de 13 épisodes de 20 minutes à peu près chacun, ou peut-être un tout petit peu moins, bref. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas juste une série mignonne et feel good, je dirais même au contraire, c'est une série qui m'a fait pleurer à plusieurs reprises, tout simplement parce que sous ses airs mignons et kawaii, on aborde des choses assez lourdes et assez graves, dans le sens où clairement, Kaoru, c'est une meuf qui a un travail de merde, qui n'a pas d'amis, qui ne sait pas quoi faire de sa vie, et qui du coup parle à des peluches. Alors est-ce que je me suis sentie un petit peu visée par ce type de scénar? C'est probable. Et quand tu regardes ça adulte et qu'en plus t'es le même genre de personne que Kaoru, c'est pas la série feel good par excellence, même si Rilakkuma et Korilakkuma et Kiroitori vont essayer de cheer up et etc. Il y a pas mal d'autres personnages qui arrivent au fur et à mesure. C'est une série qui est d'une mignonnance absolue d'un point de vue visuel, qui est beaucoup plus profonde qu'on pourrait le croire d'un point de vue scénario, mais qui reste quand même tout à fait adapté aux plus jeunes. Si vous mettez un gamin de quelques années, je sais pas à quel âge je suis censée regarder la télé un gamin, mais bon, je suppose, vous mettez un gamin de 8 ans devant, il va juste trouver ça mignon. Il y a une autre grille de lecture et c'est généralement ce qui fait les bonnes séries pour enfants ou les bonnes œuvres pour enfants, c'est les œuvres qui peuvent être appréciées par les plus jeunes mais aussi par les plus âgés parce que il y a un double sens, et je parle pas de double sens genre olé olé, je parle vraiment, il y a une double lecture et les problèmes qui sont traités un petit peu de manière sous-jacente sont ceux qui donnent la profondeur à la série. Donc j'ai adoré cette série, j'ai vraiment adoré cette série, je l'ai même regardée et c'était vraiment trop mignon et j'ai envie d'avoir encore plus de Rilakkuma dans ma vie. Voici donc pour les séries, mais il faut bien l'avouer, c'est pas juste parce que je regarde des séries Netflix avec des peluches que je mérite de me faire désenvoûter. Non, la partie des envoûtages, c'est ce qui arrive après et c'est la lecture. Il se trouve que ce mois-ci, j'ai vraiment pas mal lu et surtout j'ai lu des choses que je ne lis pas d'habitude. Le premier, c'est donc j'ai lu mon tout premier Murakami Haruki, donc un célèbre auteur japonais que je n'avais jamais lu parce que je ne connais pas mes classiques. C'est lorsque j'étais en Corée, si vous vous rappelez de mon apartment tour, je suis arrivée dans un appartement Airbnb où il y avait des livres et il y avait notamment un livre de Murakami Haruki. Et je me suis dit que j'allais le lire. Donc le livre en question c'est After Dark en anglais, After Dark en japonais et la traduction française n'a rien à voir, je vous la mettrai là écrite parce que je n'arrive pas à m'en rappeler. Donc le principe de ce roman c'est juste vous suivez
une nuit avec 2 ou 3 personnages principaux et plus précisément 2 sœurs. Donc on commence par l'une d'entre elles qui est un Denny's. Donc un Denny's c'est un family restaurant qui est ouvert toute la nuit. Bref, il fait nuit, le dernier train est en train de partir et elle reste là et elle lit. Et c'est donc toutes les rencontres qu'elle va faire au fur et à mesure de la nuit, et ces rencontres vont nous informer un peu plus sur les relations que cette jeune femme entretient avec sa sœur. Je l'ai lu donc traduit en anglais et j'ai apprécié le style, et notamment il y a pas mal de figures de style, de répétitions, de choses lancinantes, et aussi à de nombreuses reprises Murakami Haruki brise un petit peu le 4e mur et s'adresse directement au lecteur et inclut le lecteur dans l'histoire. C'est-à-dire qu'à plusieurs moments on va avoir Murakami Haruki qui nous dit « Nous sommes maintenant revenus dans la chambre de machin, notre point de vue et nous voyons la scène de au-dessus, etc. » Donc il y a une écriture qui est très cinématographique, donc je sais pas du tout si c'est quelque chose de courant chez cet auteur puisque c'était le tout premier livre de lui que je lisais, mais en tout cas j'ai trouvé ça assez intéressant. Par contre, je dois vous avouer un truc, je pense que je n'ai pas compris la moitié du livre. Oui, j'ai compris les interactions entre les personnages, mais je pense qu'il y a un sous-texte que je n'ai pas compris. Et pour en avoir parlé avec d'autres personnes, j'ai l'impression que globalement Murakami Haruki c'est un auteur qui certes fait des histoires, mais qui sont beaucoup plus difficiles à comprendre que ce que tu as l'impression au début. Et du coup, autant j'ai aimé After Dark, autant j'ai l'impression quelque part d'être passé, quelque part c'est ça, ouais, d'être passé à côté d'une potentielle explication, d'un potentiel sens du texte. Je pense du coup que je vais lire d'autres livres de cet auteur, donc si vous avez plus lu de Murakami Haruki que moi, dites-moi en commentaire quels sont les livres que vous me conseilleriez pour commencer. Ensuite, un autre livre dont je souhaitais vous parler, c'est L'Ami formidable de Elena Ferrante. Elena Ferrante nous raconte donc l'histoire de 2 amis qui sont nés dans le Naples des années 50. Et le premier tome, donc L'Ami formidable, se concentre sur leur naissance à leurs 20 ans. Donc nous suivons la jeunesse de ces 2 jeunes femmes, donc l'héroïne, qui est plutôt une jeune fille qui va être une bonne travailleuse, qui va aller au collège, puis aller au lycée, avoir de très très bonnes notes et tout, et son amie qui est une jeune fille, certes très intelligente, extrêmement brillante, mais qui va prendre un tout autre chemin. Dans un Naples des années 50, c'est-à-dire un Naples qui est à la fois sexiste, qui est marqué par l'après-guerre, qui est marqué par des rivalités de quartier, etc., puisqu'elles sont d'un milieu modeste, hein, donc on est vraiment sur un quartier assez pauvre avec des intrigues qui sont plutôt des intrigues de village quoi, et donc c'est plutôt agréable. Cependant, le livre est assez long puisque je crois ce premier tome fait 500 ou 600 pages et il ne se passe vraiment pas grand chose. Je ne me suis pas accrochée plus que ça au personnage, donc je n'ai pas compris du tout toute la hype autour. Personnellement, ça m'a ennuyée, donc je ne dis pas que ce n'est pas bien écrit, en tout cas la traduction française était plutôt agréable. Donc si vous avez lu cette trilogie, dites-moi si ça vaut le coup que je continue. Je n'ai pas prévu d'acheter le tome 2 et je n'ai pas prévu de le lire, mais si vous me dites en commentaire que c'est intéressant, je donnerai une chance. Enfin, le tout dernier livre dont je souhaitais vous parler et qui n'est pas du tout dans mes habitudes de lecture, c'est Ce qui ne te tue pas de Georgia Caldera. Donc c'est un bouquin de romance contemporaine qui est même paru dans la collection Fantasmes de J'ai lu, donc comment vous dire que ce n'est pas du tout ce que je lis. Alors, je ne porte pas de jugement de valeur, genre la romance est de la sous-littérature, etc. Mais il faut bien avouer que dans la production de romances contemporaines, la plupart des trucs que j'ai lus, soit ça glorifie des relations qui sont ultra toxiques, soit, eh bien, c'est tout simplement absolument pas crédible du tout et avec des personnages qui me donnent juste envie de filer des baffes. Mais voilà, j'aime bien ce que fait Georgia Caldera généralement, j'avais beaucoup aimé Les Larmes Rouges, j'ai lu à peu près tout ce qu'elle a écrit depuis et je me suis trouvée, après avoir lu Elena Ferrante et tout, à me dire que je prendrais bien une petite lecture rafraîchissante et c'était effectivement une lecture très rafraîchissante, mais je ne m'attendais pas à aimer autant ce bouquin. Donc Ce qui ne te tue pas, c'est quoi? C'est l'histoire de Violette et Adam. Donc il se trouve que Violette vit avec son père à Avignon, machin, et pour faire des études d'art après son bac, elle part habiter avec sa mère à Tours, donc déjà le quota chauvine, voilà, puisque j'ai fait mes études à Tours. Et il se trouve que sa mère s'est remariée et elle vit notamment avec son nouveau mari et avec le fils de son nouveau mari qui s'appelle Adam. Et il se trouve que ce Adam va aussi à la même école que Violette. Donc nous avons Violette qui est une jeune fille plutôt populaire, plutôt ce que moi j'aurais tendance à dire une personne avec une vie sociale, voilà, même si elle cache certains secrets, hein, on s'en doute bien, qui se retrouve à cohabiter avec Adam qui
globalement, est un goth émo torturé 666, c'est-à-dire qu'il dessine très bien, il est habillé en noir, il a les cheveux longs noirs, il a des démons, voilà, il ne parle à personne, il n'a absolument aucune compétence sociale, c'est un petit peu un ours. Et là, vous avez tout à fait compris que la Séraph sauvage, bah, elle était vendue en genre 3 lignes de description, c'est fini. Alors le scénario, clairement, on est dans la fanfic, c'est-à-dire on est dans du Hermione et Draco sont tous les deux préfets en chef et doivent partager la salle commune des préfets. Si t'as été une fanfiqueuse, tu vois très bien de quoi je parle, et si tu l'ignorais, j'en ai été une aussi. Évidemment que les ficelles sont visibles et très grosses, mais est-ce que l'on lit de la romance contemporaine pour avoir un truc ultra comme dans la vraie vie? Je ne pense pas, c'est comme quand tu regardes un Bollywood, ce que tu veux c'est du too much, ce que tu veux c'est du rêve. Et j'ai eu ma dose avec ce bouquin de Georgia Caldera. J'ai adoré ce bouquin d'un bout à l'autre, en très très grande partie pour le personnage d'Adam qui est pour le coup plutôt bien géré parce que des personnages sombres, torturés, goth, artistes et inadaptés sociaux, je suis globalement très très critique quand j'en rencontre dans la littérature parce que souvent ça sonne faux et là pour le coup ça ne sonne pas faux. Adam est vraiment un personnage qui est très réussi, en plus d'être qui est très réussi, voilà. En plus de m'avoir fait ricaner un nombre incalculable de fois, bref, j'ai ricané, j'ai gloussé, j'ai tapé dans mes mains, bref, la totale, j'ai été un public parfait pour ce livre. En plus de ça, quand même, le livre aborde certains sujets assez sombres, notamment il aborde des sujets de violence, de harcèlement, notamment de harcèlement sur les réseaux sociaux, etc. Donc on est à la fois dans un roman qui est très ancré dans la réalité, avec des personnages vraiment bien construits, et qui parle au petit cœur en guimauve noir de la goth que je suis. Là où je suis un tout petit peu plus perplexe, et je pense que c'est plutôt un choix éditorial que d'un choix de l'auteur, c'est que en gros le bouquin est séparé en deux parties de 300 pages qui sont sorties du coup à 2 mois d'intervalle. Je crois que là le tome 2 sort genre bientôt, là tout de suite. Je sais pas si c'est un truc qui est commun, qui est communément accepté dans la romance contemporaine ou quoi, mais moi j'étais un petit peu là, surtout si c'est pour les sortir à 2 mois d'affilée, enfin ça fait un petit peu à boule ta thune. Après, vu la qualité du bouquin, surtout si vous êtes une goth avec un petit cœur d'artichaut et que vous aimez les personnages goth torturés 666, allez le lire parce qu'il est vachement bien. Et ne vous fiez pas à la couverture qui est absolument dégueulasse. Si je ne l'avais pas lu en e-book, mais j'aurais jamais osé lire ce truc en public dans un bus. Et en plus, le mec qui est dessus ne ressemble pas du tout à Adam. Pas du tout, sinon j'aimerais pas Adam. Du coup, oui, mon coup de cœur en termes de roman pour avril, c'est un bouquin de romance dans la collection Fantasmes de J'ai lu. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de Séraph? Donc voilà, mon petit cœur s'est ramolli en lisant le dernier bouquin de Georgia. Merci Georgia. Et voilà qui clôt cette vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi jusque là. Si vous lisez ou écoutez certains trucs que je vous ai conseillés, eh bien dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aussi des lectures à me conseiller, eh bien envoyez-les moi puisque je suis à nouveau dans un mood où je lis vraiment beaucoup. Et comme je me suis pas vraiment tenue au courant des sorties ces derniers mois, voire même ces 2 dernières années, je suis un petit peu paumée dans qu'est-ce que je dois lire ou qu'est-ce que je dois pas lire. Si cette vidéo vous a plu, que vous avez tenu jusque là, merci beaucoup et n'oubliez pas de passer sur Utip et de regarder 1 ou 2 petites pubs de 30 secondes qui vous promettront la richesse, la santé, le désenvoûtement, le retour de l'être aimé et le décimlocage de votre PC. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et je vous dis à très bientôt. Tchuss!